Et si, pour ouvrir le Festival de Cannes 2024, nous parlions de la Lune dans Blow Up? En effet, l'affiche de la 77e édition qui met en avant une photo de tournage de Rhapsody en août d'Akira Kurosawa, avec ses personnages de dos face à une palme remplaçant la Lune, une image que voici dans le film, nous a donné envie de parler des rapports très fructueux que le cinéma a toujours entretenus avec la Lune. Car la Lune, au cinéma, on la voit. En croissant dans La Nuit du Chasseur, demi-lune dans Still the Water, ou pleine lune dans Les Nuits de la pleine lune, de jour dans Pierrot le Fou, ou de nuit dans Twixt, pour de vrai dans Éclair de lune, ou pour de faux dans AI, en prise de vue réelle dans Les Délices de Tokyo, ou en animation dans Fly Me to the Moon, au premier plan dans The Moon, ou au second plan dans The Rider, ou tiens, dans La Balade sauvage, à vitesse normale dans La Lune dans le caniveau, ou en accéléré de droite à gauche dans Agora, ou en accéléré de gauche à droite dans Koyaanisqatsi, la Lune noir et blanc dans La Femme sur la Lune, bleuté dans Cocoon, ou jaune-orangé dans Twilight, la Lune pour ouvrir un film, et pas qu'une fois, et pas que deux fois, etc., etc., ou la Lune pour clore un film, et même une œuvre, celle de Federico Fellini, dans La Voix de la Lune. Bref, la Lune au cinéma, la veux-tu, la voilà, de quoi bien évidemment faire un petit point sur la question. Et pour commencer, l'homme a depuis toujours rêvé marcher sur la Lune, et le cinéma s'en est fait l'écho, et très tôt, dès 1902 bien sûr, dans Le Voyage dans la Lune de Georges Méliès, avec cette image iconique, une fusée percutant l'œil de la Lune. Et puis le cinéma a continué à alimenter le rêve, notamment dans les années 50, avec ce Destination Lune, avec des astronautes portant de saillantes combinaisons colorées. Et ensuite, le rêve est devenu réalité le 21 juillet 1969, la mission Apollo 11, Neil Armstrong et ses collègues sur la Lune, un événement sur lequel évidemment le cinéma est longuement revenu, notamment en documentaire, avec cet Apollo 11 produit par la NASA, avec moultes archives sur la longue préparation des astronautes, des préparatifs qui ont nécessité des centaines d'heures de calcul, plus savants les uns que les autres, et certains, comme on peut le voir dans Les Figures de l'ombre de Theodore Melfi, réalisés par des calculatrices afro-américaines alors peu reconnues. Les Figures de l'ombre du titre, ce sont elles. Et puis la retransmission télévisuelle de l'événement, qui dépendait, l'histoire est vraie, d'une antenne géante située dans une petite ville perdue en Australie, comme le raconte The Dish de Rob Sitch, sous une forme plutôt décalée, car évidemment ici, la retransmission ne va pas se passer tout à fait comme prévu. Shit. Et puis une légende tenace, la NASA, prévoyant un échec possible de la mission Apollo, aurait préparé dans le plus grand secret une mise en scène alternative, prétendument supervisée par Stanley Kubrick, au cas où, ce que raconte notamment ce Moonwalkers, et là aussi, bien évidemment, la mise en scène ne va pas se passer tout à fait comme prévu. One small man. Enfin, plus sérieusement, évoquons également la mission Apollo 13, sur laquelle est revenu Ron Howard en 1995, resté dans l'histoire pour son incident survenu en vol, qui a fait échouer la mission et qui a failli coûter la vie à l'équipage, avec cette célèbre phrase prononcée par l'astronaute Jim Lovell, incarné par Tom Hanks. This is Houston. Say again, please. Houston, we have a problem. Et puis cette scène saisissante, les trois astronautes découvrant la Lune, sur laquelle ils ne pourront finalement pas se poser, si proche et si lointaine à la fois. Jim, you gotta take a look at this. I've seen it. Mais à part ça, pour les chanceux qui sont parvenus jusqu'à la Lune, qui rencontre-t-on ?
Eh bien, tout d'abord, selon la légende, des Sélénites, comme on peut le voir dans Le Voyage dans la Lune encore lui, mais aussi pour le baron de Munchausen et la jeune Sally dans Les aventures du baron de Munchausen de Terry Gilliam, arrivé sur l'astre en bateau volant, mais oui, la rencontre avec le roi Lune, tête sans corps, incarné par un Robin Williams facétieux, I got you at last. Benvenuto alla Luna, Perone. Your Majesty. mais aussi pour rester dans la même tonalité pour Wallace et Gromit dans Une grande excursion, venu sur la Lune pour y trouver du fromage, mais oui, la rencontre avec un robot cuisinière, pour l'instant peu coopératif. Mais les rencontres sur la Lune sont aussi et surtout dangereuses, puisque l'on peut y croiser une matière, forme masse, encore inconnue, dans Moonfall de Roland Emmerich. Mais aussi, tout aussi dangereux, des pirates sur la face cachée de la Lune, dans Ad Astra de James Gray, et qui s'apprêtent à attaquer le convoi de Brad Pitt. Sinon, dans Superman le deuxième, le général Zod et sa troupe, bannis de la planète Krypton et soudainement libérés, passent par la Lune en coup de vent avant de rejoindre la Terre. Un peu comme l'immense vaisseau extraterrestre dans Independence Day, qui obscurcit d'abord la Lune avant de fondre sur la Terre. Et puis, plus délirant encore, dans Iron Sky, la Lune habitée, et apparemment depuis longtemps, par des soldats nazis. Enfin, la Lune, dans le cinéma d'anticipation, a également été exploitée, notamment pour en extraire de l'hélium-3 dans Moon de Duncan Jones, avec Sam Rockwell, une fois revenu à sa base, seul avec son ordinateur de bord, et qui commence à ressentir les effets de l'isolement. Gertie, have you heard anything new about anyone fixing LunarSat? No, Sam. Mais aussi la Lune colonisée et transformée en nouveau métropolis dans l'inénarrable Pluto Nash avec Eddie Murphy, ou encore, plus étrange, dans le Tycho Moon d'Enki Bilal, la Lune transformée en une pâle copie poussiéreuse de Paris. Mais encore, eh bien, aller sur la Lune, certes, mais l'astre influence également les comportements au quotidien sur la terre ferme. Une influence tout d'abord positive, car souvent au cinéma, la Lune veille et stimule les rapprochements. Amicaux tout d'abord, dans cette scène nocturne entre Jeff Bridges et Robin Williams à Central Park, dans The Fisher King. Did you ever hear the story of the Fisher King? No. Mais aussi des rapprochements familiaux, remplis d'espoir, après de nombreux drames, pour Jean-Pierre Daroussin et ses filles, dans Qui plume la Lune, de Christine Carrière. L'époque est difficile, c'est vrai. Mais s'il y a toujours un con là-haut pour plumer la Lune, alors je veux bien essayer. Et puis bien sûr des rapprochements amoureux, à l'ombre de la Lune, clichés du romantisme qu'ont notamment popularisé les productions Disney, hier dans Cendrillon, ou aujourd'hui dans La Reine des Neiges, même si cette idylle ne se finira pas tout à fait comme prévu. Oui, souvent, toujours, les rapprochements nocturnes se font dans les films au clair de lune, aussi bien à l'ouest, entre Tom Hanks et Meg Ryan, dans Joe contre le volcan, qu'à l'est, entre Yokosugi et son prétendant, timide, dans La Lune s'est levée, de Kinuyo Tanaka. Et puis, pourquoi pas aller un peu plus loin, au clair de lune, pour quelques facéties sous l'eau, dans Lucia et le sexe, de Julio Medem, ou pour quelques facéties hors champ, entre Kim Tae-ri et Kim Min-hee, dans Le Mademoiselle de Park Chan-wook. Enfin, évoquons le versant négatif de la Lune, sa dark side, car la Lune, notamment pleine, immanquablement perturbe, modifie et transforme.
Elle est alors indissociable du loup-garou, bien sûr, ici dans le loup-garou de Londres, avec un plan de lune annonçant l'imminente transformation. Une lune également indissociable des vampires, comme on peut le voir en ouverture du bal des vampires, et une lune qui accompagne également le réveil des morts-vivants, en tous les cas ceux de The Dead Don't Die, avec une lune ici joliment cerclée de violet, et puis la mort ponctuée par un plan de lune, comme dans cette scène de meurtre dans un cimetière, tout en suggestion, dans L'Homme léopard de Jacques Tourneur. Ce qui nous fait penser à la scène d'ouverture du Piranha de Joe Dante. Mais enfin, le plan de lune ponctuant l'horreur se trouve dans Massacre à la tronçonneuse de Toby Hooper, qui succède au désarroi glaçant de Leatherface. Enfin, terminons ce tour d'horizon sur une note un peu plus enjouée, avec le E.T. de Steven Spielberg, bien sûr, et cette image iconique qui paraphrase une citation attribuée à Jean Cocteau. Le cinéma, c'est magique, c'est une bicyclette qui passe devant la lune. Une image ensuite beaucoup reprise et parodiée, notamment dans Last Action Hero, mais aussi en traîneau dans Santa et compagnie, en balai volant dans Kiki la petite sorcière, ou en fauteuil roulant dans Y a-t-il un flic pour sauver le président. Des personnages passant devant la lune, devenu un passage obligé, de Kung Fu Panda à Mille et une pattes, en passant par Catwoman ou Le Roi Lion, version animée ou version live. Bref, si on ajoute les plans machiavéliques de Dr. Evil, détruire Washington de la Lune dans Austin Powers, et les plans machiavéliques de Gru, voler la Lune dans Moi, moche et méchant. Si on ajoute l'ourson dans L'ours, qui cherche à attraper la Lune, et Jim Carrey dans Bruce Tout-Puissant, qui lui y parvient, on peut dire que la Lune est au cinéma partout, et encore, on n'a pas cité la Lune sur scène dans Black Swan, la Lune sur scène dans Tous en scène, et le cercle de lune sur scène dans Accords et désaccords. Et puis, comment ne pas citer le pull de la fusée Apollo de Danny dans Shining, et la robe couleur de lune de Catherine Deneuve dans Peau d'âne, comme cette robe est belle. Et puis la citation de la chanson Harvest Moon de Neil Young dans Sans un bruit, celle de Blue Moon d'Elvis Presley dans Mystery Train, celle de Moon River chantée par Audrey Hepburn dans Diamant sur canapé, ou encore last but not least, la citation de Fly Me to the Moon de Frank Sinatra pour accompagner les adieux lunaires de Tommy Lee Jones dans Space Cowboys. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. Oui, la Lune, vraiment partout, ce qui nous a, comme d'habitude, donné des envies de classement. C'est donc parti pour notre traditionnel top 5 subjectif, celui des meilleures scènes liées de près ou de loin à la Lune au cinéma, en tous les cas pour nous. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. Notre numéro 5, commençons par un film que nous avons soigneusement gardé pour le top, First Man, de Damien Chazelle, qui revient sur les premiers pas sur la Lune, de Neil Armstrong, incarné par Ryan Gosling, un film avec des choix de mise en scène tout à fait spectaculaires, notamment lors de la scène d'alunissage, avec caméra très subjective, puis utilisation saisissante du silence, et enfin incrustation d'images mentales au cœur de l'immensité lunaire, un grand pas pour l'humanité, de petits pas pour l'homme, et des pensées très intimes pour l'astronaute. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Notre numéro 4 concerne Tim Burton, tant le cinéaste américain est indissociable de l'astre lunaire. Certaines des affiches de ses films en témoignent, mais la scène de lune chez Tim Burton concerne un film qu'il a en fait scénarisé et produit, mais qui a été réalisé par Henry Selick, L'étrange Noël de Monsieur Jack, avec bien sûr Jack et Sally qui se retrouvent devant une lune très jaune sur la musique de Danny Elfman. My dearest friend, if you don't mind, I'd like to join you by your side, where we can gaze into the stars and sit together now and forever, for it is plain as anyone can see, we're simply meant to be. Notre numéro 3, des rapprochements sentimentaux devant la Lune, il y en a donc beaucoup dans l'histoire du cinéma, mais il en existe également d'autres, à la tonalité plus sombre et inquiétante. C'est le cas par exemple dans L'Aurore de Murnau, de ce baiser entre deux amants, se donnant rendez-vous à l'abri des regards, à l'ombre de la Lune, avant de fomenter un plan meurtrier. Et puis, il y a dans Della Morte dell'Amore, film que l'italien Michele Soavi réalise en 1994 et que nous ne citons pas assez dans Bleu Up, cette scène avec Rupert Everett, gardien de cimetière, qui tombe amoureux d'une jeune veuve, Anna Falchi, pour une idylle qui va se concrétiser, comble du malaise, sur la tombe du mari défunt et devant une lune particulièrement imposante, l'idée que sous l'influence de l'astre, les choses vont bientôt sombrer dans l'horreur. Notre numéro 2, restons dans le cinéma fantastique avec Vers l'autre rive que Kiyoshi Kurosawa réalise en 2015 avec Mizuki, personnage en deuil, qui voit un jour son mari revenir d'entre les morts 3 ans après sa disparition. S'ensuit une nouvelle vie que le couple va traverser dans une ambiance ouatée comme en apesanteur entre rêve et réalité, et notamment dans cette scène avec la lune pour témoin, belle à se damner, ce qui nous fait penser que nous n'avons sans doute pas assez dit dans Bleu Up à quel point Kiyoshi Kurosawa est un grand cinéaste.
Enfin, notre numéro 1, nous n'avions pas forcément prévu au départ de terminer ce sujet par 2001, l'Odyssée de l'espace, mais en revoyant les scènes sur la Lune, conclure avec le film de Stanley Kubrick s'est finalement imposé comme une évidence, car en effet, il n'y a finalement sans doute rien de plus beau que cette hallucinante scène d'alunissage à la lenteur hypnotique chorégraphiée sur le beau Danube bleu de Johann Strauss, et dire que ces images ont été pensées, réalisées, montées et mises en musique en 1968, il y a 56 ans. Oui, Stanley Kubrick est bel et bien un cinéaste absolument génial.